Eh bien, écoutez, bonsoir. Bonsoir et merci de participer à cette rencontre avec Alain Janel. Donc, Alain est un collègue avec qui j'ai travaillé plusieurs années, que j'ai côtoyé dans le conseil d'administration de l'Université de Bordeaux, deux à l'époque, hein, Victor Ségalen, et que je suis très heureux effectivement d'accueillir ce soir. Donc, comme vous l'avez vu, il va nous parler formation, il va nous parler multilinguisme, et d'ailleurs, ça a fait poser question, je dirais, à des adhérents d'Espace Marx sur le sens de son intervention. Ben, il va nous en dire plus. Donc, Alain, ben, écoute, je te donne la parole. Bon, mais d'abord, je veux avoir une pensée pour mon collègue et notre ami Jean-Claude Gillet, parce que je trouve que tous les travaux qu'il a faits sur le concept de praxis et en plus sur la notion de global, local, sont extrêmement importants. Et en plus, il m'avait fait l'amitié de me demander la préface de son ouvrage Animation et animateur, sorti en 1995, où il développait sa thèse sur la praxis. Voilà. Bon, pourquoi je me suis intéressé à cette question de l'accueil et de la langue? Pourquoi l'accueil? L'accueil, c'est que dans mes deux carrières, c'est-à-dire celle d'universitaire et d'enseignant du primaire puis du secondaire, la question d'accueil est extrêmement importante. Et on voit des comportements pour accueillir les étudiants ou les élèves tout à fait différents suivant les personnalités. Et on s'est rarement posé cette question, comment l'autre reçoit l'accueil qui est fait par l'enseignant. Et on demande aux élèves, eux, d'être sages et d'accueillir sans parole, ce qui est extrêmement intéressant. Sauf à l'école maternelle, on reviendra sur la question. Ensuite, il y a eu une autre approche de l'accueil. C'est dans mon métier de cinéaste, ayant fait principalement des films avec des adolescents, si on ne met pas l'adolescent avec qui on va réaliser une émission de télévision dans une ambiance sympathique où l'accueil est principal parce qu'ils sont surpris par ce qui va se passer. Donc là encore, l'accueil pour moi m'a paru essentiel. Deuxièmement, pourquoi la langue? Alors la langue, je vais premièrement citer un courant philosophique que représente, comme elle dit sur nos rives, Barbara Stiegler. C'est le courant philosophique qui s'intéresse sur les injonctions. Et là, si vous voulez, je vais faire référence la plupart du temps dans le travail que je fais au livre de Barbara Stiegler, il faut s'adapter. En effet, quand utilise-t-on la langue de l'enseignement? C'est la plupart du temps dans des interjonctions. Asseyez-vous, levez-vous, apprenez ceci, je vais vous dire que, etc. Donc, si vous voulez, c'est une véritable question qu'il faut poser. Pour continuer avec Barbara Stiegler, je trouve qu'elle en cite un autre extrêmement important, qui est maintenir le cap. On va dire, voilà, vous allez rentrer dans la vie professionnelle, il va falloir maintenir le cap. Donc, si vous voulez, ces interjections au niveau linguistique, elles ont un sens, et le travail de Barbara Stiegler sur ces questions-là, je le trouve très important. Deuxièmement, il y a le phénomène des stéréotypes linguistiques qui envahissent notre langue. Alors là, il y a un second livre que je voudrais vous présenter qui m'a beaucoup aidé. C'est le livre « Personne ne sort les fusils » de Sandra Lucbert, qui est une agrégée de lettres et qui a suivi le procès des télécoms. Et là, elle montre à quel point notre langue, enfin le langage, parce qu'on ne peut pas parler de langue, est complètement submergé par des expressions venues d'ailleurs ou par des stéréotypes créés spécialement pour la culture de l'entreprise. Donc, cette submersion linguistique que nous trouvons en permanence, et je le dirai tout à l'heure, et que nous trouvons en permanence, si vous voulez, me questionne, parce que qui dit submersion linguistique, et ça,
je reviendrai tout à l'heure là-dessus, c'est largement prouvé, dit soumission idéologique. Troisièmement, cette submersion linguistique, elle m'a été mise encore plus en évidence par le temps du confinement, où j'ai eu le temps d'écouter la radio, de regarder la télévision et de voir à quel point, tout d'un coup, des formules pseudo-anglo-américaines viennent envahir nos écrans. Et donc, il ne faut pas oublier que ceci aura un effet sur la langue et sur comment nous allons comprendre la vie, parce que la langue n'est pas quelque chose d'innocent, c'est ce que nous allons développer. Quelle est la méthode que j'ai employée pour présenter ce qui va suivre? C'est premièrement une recherche documentaire. La chose suivante, c'est que je me suis posé la question, quels sont ceux qui travaillent sur cet aspect de la langue que l'on emploie dans l'enseignement et des effets sur le public scolarisé? Donc, j'ai fait une recherche documentaire importante. J'en ai tiré un certain nombre d'exemples. Et de l'autre côté, c'est le travail collectif. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Pour se poser une question, il faut la plupart du temps ce qu'on appelait de mon temps une présentia, on dit maintenant présentiel, avoir des débats, se coltiner les uns les autres sur la langue. J'ai eu la chance, moi, de commencer très tôt à me coltiner sur la langue grâce à une expérience qui a commencé en 1964 dans l'Académie de Bordeaux. C'est l'expérience d'initiation à la culture audiovisuelle où là, vraiment, il était question de comment les enfants parlent des films. Voilà. Donc maintenant, l'endroit qui m'a sollicité pour écrire ces articles, c'est l'Association nationale des acteurs de l'école, l'ANAE, dont je suis membre et dont je fais partie du comité du conseil d'administration. Alors, la question c'est, quelle question en définitive je voudrais débattre ce soir? Bien entendu, je ne peux pas me limiter à une discipline. C'est pluridisciplinaire et ça traverse toutes les disciplines. Mais la question que je me pose, les langues se limitent-elles aux langues d'enseignement, privilégiant généralement la langue officielle? Voilà la question. Est-ce que la langue de l'enseignement, on est conscient que la langue de l'enseignement est autre chose que la langue? Et je vais essayer de le démontrer à l'aide de quelques auteurs. Mais en premier, et si vous voulez, c'est mon acte 1, je voudrais me poser une question, c'est l'enseignement, l'enseignant et la langue de l'enseignement, c'est-à-dire ce que nous employons et ce que j'emploie là, hein, parce que je suis correct et que j'essaye d'être académique, ce qui n'est pas toujours une chose facile pour moi. Ce thème est posé par le débat avant tout sur l'échec scolaire et le décrochage scolaire. C'est-à-dire, on pose la question, bon, pourquoi y a-t-il un échec scolaire? Pourquoi y a-t-il un décrochage scolaire? Et la plupart du temps, on remonte à une question de la place de la langue dans les causes de cet échec, de ce décrochage scolaire. Et donc, le premier constat, c'est clair, c'est que quand on accueille des enfants, quel que soit le pays, quel que soit l'État, quand on accueille les enfants à l'école, la population scolaire, et en France, dès 3 ans, c'est la langue de l'enseignement qui est privilégiée. Cette langue de l'enseignement, ce n'est pas une langue anodine, c'est la langue officielle de l'État. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure que les politiques ne se manquent pas de nous le rappeler. Est-elle celle du public scolaire et de son environnement, y compris de la parentèle? Eh bien, la réponse se trouve dans les pratiques linguistiques de la parentèle. Un enfant à 3 ans et même jusqu'au collège, et même plus longtemps, à mon sens, est quand même pris par la langue de la parentèle. La parentèle, c'est une langue maternelle ou naturelle, ou comme on peut l'appeler. Elle n'est pas
elle est dépendante d'abord des pratiques du milieu social, économique et politique de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant peut être élevé dans la langue française. En définitive, il y a un écart entre la langue française pratiquée par l'enfant dans son milieu de la parentalité et la langue française telle qu'elle est pratiquée dans l'enseignement. Et cela est même pour les publics favorisés. Et ce qui explique qu'il y a quelques rebelles qui, refusant de répliquer cette langue artificielle, officielle de l'État, qui est celle de leurs parents dans les publics très favorisés, eh bien, arrivent à décrocher eux aussi. Bon, c'est peut-être les plus intéressants. Deuxièmement, une parentalité issue de l'immigration. Et il est un fait, et ça, il faut l'avoir vécu dans les écoles de l'environnement urbain, c'est que ces enfants qui ont des parents qui sont des immigrants continuent à vivre, même si les parents s'efforcent de parler la langue de l'enseignement, continuent à vivre dans un milieu totalement où la langue naturelle, la langue native, continue à exister. C'est-à-dire la langue de la parentalité. Et un fait important, c'est que dans la plupart des cas, les parents continuent à regarder la télévision de leur pays d'origine et non pas la télévision française. Ce qui, au point de vue, si vous voulez, des apports, des connaissances, si on écoutait ces enfants-là, sont extrêmement intéressants parce qu'on aurait une autre vision que celle que nous donne tous les soirs la télévision française ou les médias français. Cette question est-elle prise en compte par la politique publique, en dehors de quelques décisions ségrégationnistes? C'est-à-dire que, bon, on va dire, cet enfant-là ne parle pas le français, ben on va le mettre à part et puis on va lui apprendre le français, la langue de l'enseignement. Je mets à part ce cas-là. On peut dire que, et ça, je veux faire référence au travail historique d'Escudé à Bordeaux 3, qui montre à quel point le fait d'avoir refusé d'inclure dans l'école de la Troisième République les parlers régionaux a créé de très graves traumatismes au niveau des enseignants et donc forcément au niveau des enfants. Et ça, c'est dans la publication d'Escudé en 2013 et elle est extrêmement importante parce qu'elle pointe bien qu'il y a une histoire, non pas simplement, comme on dit, de la colonisation à travers cela, mais aussi une histoire nationale, c'est-à-dire une histoire française. Le deuxième point, c'est quelque chose qui m'avait, je peux dire, beaucoup choqué à l'époque. C'était en 1990, le discours de Lionel Jospin. Que disait Jospin? Au début, sous l'influence sans doute de Dolto, il disait qu'il faut mettre l'enfant au centre de l'école. L'enfant, c'est-à-dire quand on dit l'enfant, c'est-à-dire avec son environnement proche. Et puis ensuite, tout le reste du discours ne parlait que de l'élève, c'est-à-dire de quelqu'un d'administré, donc quelqu'un qui est dépendant de la langue de l'enseignement. Troisièmement, on va arriver à la loi de la confiance de notre ministre actuel de 2019, qui ne met comme apprentissage de savoirs fondamentaux lire, écrire, compter, respecter autrui. C'est-à-dire lire, écrire, ce n'est pas la parole. Lire, ce n'est pas l'oralité. C'est-à-dire que c'est bien la langue de l'enseignement que nous devons transmettre.
Alors, on pourrait poser comme principe, c'est que dans le fond, Janel, et ça m'arrive souvent dans les débats que je peux avoir, Janel, dans le fond, il est tout à fait opposé à la langue de l'enseignement. Non, je ne suis pas opposé à la langue de l'enseignement. Je veux qu'on lui redonne sa juste place par rapport à ce qu'est la langue. Et chose que nous allons essayer de définir. Donc, si vous voulez, montre que cette question-là, dans les politiques publiques, n'est pas abordée. Maintenant, nous allons aborder en acte 2 le multilinguisme et la langue de l'enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça provoque de ne pas accepter soit des tournures de la langue officielle qui ne sont pas acceptées dans la langue de l'enseignement, soit la langue des populations immigrantes. Alors, chose très intéressante, c'est que la Commission parlementaire européenne souligne l'importance de la reconnaissance de la langue native, qu'elle appelle L1, par rapport aux langues institutionnelles de l'enseignement L2. C'est-à-dire que la Commission européenne elle-même nous signale l'importance du parler de ces enfants en dehors de la langue de l'enseignement. Ceci est renforcé par la thèse de l'interdépendance de Cummings en 1991 et 1999. La reconnaissance de la langue native et des pratiques linguistiques de la quotidienneté faciliterait-elle la persévérance ou éviterait-elle de rendre les enfants silencieux et passifs? C'est la question que l'on se pose à ce moment-là. Si à l'école, on commence à reconnaître qu'il y a une autre langue que la langue de l'enseignement, est-ce que cela va aider l'adaptation, oui, pour reprendre l'expression, pardon, il faut s'adapter, l'adaptation des élèves à l'école? Faut-il alors que la langue de l'accueil et de l'enseignement, qui est une langue enseignée, une langue officielle, faut-il reconnaître les expressions linguistiques du parler français d'autres, enfin, liés à des phénomènes socio-économiques? Faut-il reconnaître aussi les langues d'origine de la migration? Et là, on se trouve dans une question extrêmement difficile, puisqu'à ce moment-là, vous voyez le nombre de langues qu'il faudrait enseigner. Et ça serait un problème peut-être extrêmement difficile à résoudre au niveau à la fois de l'enseignement et à la fois de la population concernée. Alors, la question qui se pose, en dehors de la difficulté d'un tel projet, n'existe-t-il pas un exemple qui permette de prendre un autre point de vue? Et là, il y a une thèse très intéressante qui a été d'ailleurs soutenue par un étudiant qui était guinéen, qui ensuite est devenu professeur de français dans l'Institut, des établissements scolaires français. En 1991, Lamarana Petit présentait une thèse qui analysait la politique scolaire de Sékou Touré en Guinée de 1958 à 1984. Tout l'intérêt de cette thèse, il dit de toute façon, vous Européens, vous ne pourrez pas comprendre ce que je veux dire. Il annonce la couleur en disant, ce que je vais vous dire est tellement contraire à votre méthode de pensée que vous ne pourrez pas la comprendre et l'accepter. Rappelons la politique de l'enseignement de Sékou Touré. La politique de l'enseignement de Sékou Touré, premièrement, vous savez que Sékou Touré a dit non au référendum qu'avait lancé Charles de Gaulle pour rester indépendant. Qu'est-ce qu'avait dit, quelle était la politique de l'enseignement de Sékou Touré? Dans un premier temps,
il avait continué à enseigner dans une langue officielle qu'il avait reconnue comme officielle, la langue française. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que cette langue officielle, dans le fond, ne permet pas, et très important au niveau de la soumission idéologique, ne permettait pas aux jeunes guinéens de trouver de l'indépendance par rapport à la culture française. Donc, pour redonner de la valeur à la culture guinéenne, il avait dit on va enseigner les langues principales et dans les langues principales. Il y en avait 18 à l'époque du répertoire. Au bout d'un certain temps, il y a eu un échec de ce système-là. C'est-à-dire que ces élèves n'arrivaient pas à passer d'un enseignement à un autre, les livres ne correspondaient pas, etc. Et il est revenu à une langue officielle, à la langue française, comme langue de l'enseignement et comme langue officielle. Vous voyez, c'est-à-dire, dans le fond, ce changement qui pourrait questionner la position que je prends en ce moment. Mais ce qu'il dit, c'est là qu'il soulève une question intéressante. La reconnaissance officielle des langues natives et maternelles permet aux élèves de dépasser leur particularisme. Il y a un premier temps, il faut reconnaître ces langues. Deuxièmement, et une fois qu'elles sont reconnues, on peut créer une communauté scolaire autour d'une langue qui est un échange entre les élèves et qui a comme base là une langue officielle qui est le français. C'est-à-dire qu'il montrait dans le fond qu'il y avait peut-être un autre moyen de dépasser ce clivage d'enseigner une multitude de langues par la mise en place d'une collectivité qui était basée sur une langue qui permettait d'éviter les particularismes. Voilà. Alors, l'acte 3 que j'aimerais développer avec vous maintenant, c'est savoir accueillir et plurilinguisme. La question que nous pose dans le fond Laramana Petit, c'est la langue de l'enseignement peut-elle créer cette communauté en dehors de l'exemple guinéen? Nous l'avons étudié, la loi sur l'école de la confiance répond en proposant d'instruire dans et pour la langue officielle que confirme la langue, la création des EPLI. Vous savez que les EPLI, c'est des enseignements prévus dans les lycées qui enseignent les langues étrangères et qui montrent bien que c'est toujours un enseignement de la langue étrangère avec la langue de l'enseignement comme base. Donc, le problème n'est pas réglé par la création de spécificités d'enseignement particulier de langue. Alors, en 2012, Jacqueline Béliès montre le clivage au niveau des enfants scolarisés entre la langue utilitaire que les enfants considèrent que cette langue utilitaire, c'est la langue de l'enseignement. C'est celle qui va me servir à informer mon patron que ça ne va pas bien dans mon usine, à demander à mon voisin quelque chose, à demander ma route. Mais par contre, même s'ils ne le parlent pas, même si ces enfants ne la parlent pas, la langue native de leurs parents reste la langue symbolique. C'est-à-dire, là, Biès fait un pas extrêmement important en montrant que la langue de l'enseignement est une langue informative qui, dans le fond, si on revient aux théories de Saussure et aux théories de l'information, correspondent tout à fait à ce procédé. On a une langue pour informer, mais qu'elle n'apporte pas de symbole avec elle. Ils trouvent leur symbole
même s'ils ne la parlent pas dans la langue native. Et là, on le constate aussi chez les enfants qui ont d'autres parlers non officiels de la langue de leur pays, enfin du français, si on prend le français comme exemple, du français qui ont des parlers qui ne correspondent pas à la langue officielle, c'est là aussi qu'ils mettent leurs symboles. Et on le voit très bien de la manière dont les rappeurs s'en sont emparés, par exemple. Donc, cette différence entre langue utilitaire et langue symbolique nous pose tout de suite question à propos de la langue de l'enseignement. N'existerait-il pas, pour créer cette communauté scolaire, ce collectif d'enfants qui vont vivre ensemble, n'oubliez pas, de l'âge de 3 ans, jusqu'à la plupart du temps jusqu'à l'âge de 18 ans, 15 ans, hein, cette communauté n'existe pas, une langue qui peuvent être acceptables par eux et qui ne va pas amener des refus. En 1999, Daniel Kahneman avait quelque chose d'intéressant quand même qu'il nous disait, en reprenant l'histoire de l'école de la République, il nous disait, dans le fond, on sait accueillir l'enfant à l'école maternelle parce qu'on accepte qu'ils fassent du brouhaha, on accepte qu'ils échangent entre eux, qu'ils fassent du bruit. Et puis, on ne va pas là-dessus intervenir en permanence, on ne va pas leur donner des injonctions. Mais à partir de l'école élémentaire, et je ne me serai jamais permis de dire ce qu'il dit, commence une tradition de soumission, d'inspiration militaire. Et là, quand je relis ça, je ne peux penser qu'à cette vidéo récente, qui a, je crois, même pas 6 mois, où l'on voyait des collégiens à genoux, les mains sur la tête, avec ce commentaire, enfin une classe sage. Il faut quand même voir à quel point dans nos mentalités est rentré cet exemple. Moi, j'ai fait partie, dans mon enfance, j'étais à genoux et des coups de règle sur les doigts. Hein, quand j'étais à l'époque, on appelait ça la 6e et la 7e, et j'étais pensionnaire. Bon, je veux dire que c'est quand même ancré dans notre vie. L'important, c'est aussi le travail des cliniciens. Et c'est les travaux de Toby Nathan et de Marie-Rose Moreau qui confirment la nécessité de la reconnaissance de l'identité de l'adolescent. Et que l'identité de l'adolescent, c'est l'identité qu'il apporte à l'école de sa parentalité. Donc, des langages qui sont pratiqués chez lui, soit que ce soit des origines de langue native, soit que ce sont des langages adaptés à la vie quotidienne des parents. Ce n'est pas pour dire qu'il faut, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que je pense que les travaux de Toby Nathan, que j'ai eu la chance de connaître alors qu'il était tout jeune et qu'il commençait sa thèse, et de Marie-Rose Moreau sont importants au niveau clinique, mais ils nous apportent aussi quelque chose, cette indication sur l'importance de la langue, des langages, des langues, et aussi sur une certaine importance du respect de l'identité de l'enfant que nous accueillons à l'école. Un constat. La langue officielle, langue de l'enseignement, ne possède pas l'association entre la langue utilitaire, celle qu'elle présente et est dans les politiques publiques. Ne l'oublions pas, c'est des politiques publiques qui décident la valeur, la couleur, l'organisation de la langue de l'enseignement.
et la langue symbolique. La reconnaissance des multiples expressions linguistiques ne serait-elle pas le début de la construction des relations psychosociales et de l'utilisation d'une langue commune reconnaissant les autres langues et expressions linguistiques? J'ai écrit cette phrase et je vous la lis parce que je ne veux pas que l'on fasse de moi, comme certains autres auteurs, collègues, un défenseur de la langue française. Pour moi, l'objectif, c'est la reconnaissance des langues, les langues ayant des spécificités qui ne sont pas celles des langues officielles. Je le souligne parce que j'ai toujours peur d'être pris quelquefois pour ce que je ne voudrais pas être. Quelles sont les deux personnes qui vont guider ma réflexion? Roland Barthes et Pierre Bourdieu. Roland Barthes, que j'ai eu la chance, grâce à l'initiation à la culture audiovisuelle et à mon ami Roland Laborderie, qui nous a quittés il y a maintenant plusieurs années, de rencontrer et de travailler avec lui, puisqu'il a été un de mes directeurs de thèse, et Pierre Bourdieu. Et donc là, on va s'apercevoir, avec leurs travaux, le passage de la langue officielle à la langue. Deux hommes auteurs ont montré que cette langue officielle manquait totalement l'essence véritable des êtres et des choses. Et je pense que Bourdieu, dans ses premiers travaux, et surtout quand on causait avec lui de ses rapports avec sa mère et qu'il racontait comment sa mère avait très bien compris qu'il fallait avoir tel discours quand on s'adressait à sa voisine, mais que quand on allait voir monsieur le maire, pour obtenir quelque chose, il fallait avoir un autre discours. Vous voyez, cette distinction que Pierre Bourdieu a très bien senti et qui a fait qu'il a montré à quel point la langue officielle, dans ce qu'il parlait veut dire, était une langue de soumission, pour véritablement reprendre ces mots. Je ne me serais pas permis, moi, de dire des choses pareilles. On m'aurait attaqué de complotisme. Roland Barthes, alors, vous savez qu'il avait lancé dans son discours, quand il a été investi dans son discours inaugural, il avait lancé « La langue est fasciste ». Alors, moi qui connaissais René Laborde, qui connaissait bien Barthes, j'ai quand même lu son discours. La langue est fasciste, c'est la langue officielle, qui est une langue de soumission. Et quels vont être les travaux essentiels de Barthes? Ça va être de nous libérer de cette langue officielle. Et ça, moi, je lui en dois énormément, car si je ne l'avais pas eu, je serais incapable d'écrire ce que j'écris aujourd'hui. Et en effet, dans le bruissement de la langue et d'autres essais, il ouvre le champ pour une autre définition de la langue que la langue officielle avec sa grammaire. Le bruissement de la langue, puisque c'est le titre d'un de ses essais, est important parce que ça reprend l'expression que nous avions à la maternelle de ce brouhaha, c'est-à-dire l'importance que chacun s'exprime et qu'il y ait même du brouhaha. Et là, je vais vous raconter une anecdote. J'aurais dû être plus actif que je ne l'ai été à l'époque. Un de mes collaborateurs sur les expériences que je menais, qui enseignait le latin à Thiviers. Je ne sais pas si vous connaissez Thiviers, mais Thiviers fait partie des zones d'éducation prioritaire à l'heure actuelle, enseignait le latin. Il avait une classe de latin pleine, c'est-à-dire que les enfants demandaient de faire du latin, parce qu'ils comprenaient, en particulier, non pas simplement l'origine de la langue de l'enseignement, mais l'origine de leur parler des parents. Bon. Et donc cet étudiant, ce collègue, Bernard Lachaud, qui vit toujours, ce collègue faisait que sa classe, premièrement, il avait fait une classe en rond, ce qui était un problème avec les personnels de l'établissement, enfin passons, mais ses élèves
ils chuchotaient entre eux, ils échangeaient entre eux. Et quand il a été inspecté, ça a été une des remarques importantes de l'inspection. Ne se fait pas respecter, n'a pas le silence dans la classe. Donc, vous voyez cette importance du bruissement de la langue que va nous apporter Roland Barthes pour définir ce que c'est que la langue en milieu scolaire pour créer une communauté. Et je peux dire ce que c'est que la langue que nous employons tous les jours quand nous sommes, comme nous allons au bistrot ou au restaurant, ce qui nous est interdit, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accueil? L'accueil, c'est d'abord l'oralité. L'accueil, c'est d'abord ce bruissement de la langue entre nous. Quel que soit l'âge, parce que on pourra dire que les enfants rentrent le matin à l'école, je parle à partir du collège et même de l'école élémentaire, ils vont dans des salles de classe bien ordonnées, etc. On ne leur laisse jamais le temps, sauf le temps de la récréation, qui est un temps alors absolument libre, mais dont on connaît les grandes difficultés à l'heure actuelle, les temps de la récréation. On n'accueille pas, on ne laisse pas les enfants s'accueillir eux-mêmes. On ne laisse pas les adolescents s'accueillir eux-mêmes. Et en plus, on ne laisse pas les enseignants être accueillis par les élèves. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui est le plus important que va nous apporter Roland Barthes. Et parce qu'il va nous dire que tout ce que il va nous dire que la langue, c'est pas simplement la grammaire, c'est pas simplement le lexique, c'est pas simplement les éléments que définissent officiellement la langue de l'État. Il va nous dire que ce qui est important, c'est le signifiant phonique, métrique, vocal, se déploierait dans toute sa somptuosité, sans que jamais un signe s'en détache. Mais aussi, c'est là la difficulté, sans que le sens ne soit congédié. Et c'est cette articulation extrêmement difficile. Et donc, ça va montrer que si on veut le faire dans la communauté scolaire, les élèves ont besoin d'être accompagnés dans cela. Ils n'ont pas besoin d'être enregimentrés par la langue officielle. Ils ont besoin d'être accompagnés pour que cette langue se développe. Barthes introduit aussi l'importance de la gestuelle. Et ça, c'est dans cet ouvrage admirable sur son voyage au Japon, où il raconte qu'il n'a jamais appris le japonais, mais qu'il est arrivé à comprendre, à vivre dans le Japon, parce que la gestuelle des Japonais, il arrivait à la comprendre. Et, si vous voulez, une langue, c'est à la fois tout ce que je viens d'écrire, la maîtrise, etc., mais c'est aussi le corporel, c'est aussi le corps. C'est pour ça que tous les lieux des réunions sont extrêmement importants pour construire la langue en opposition ou en complément, moi j'aimerais mieux en complément, de la langue de l'enseignement. C'est-à-dire que, à mon sens, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, Roland Barthes donne à la langue toute sa valeur de créativité, de présence physique, d'émotion humaine, de fait culturel qui exprime la personne dans sa totalité. Acte de liberté vis-à-vis des institutions, car on se dégage à ce moment-là des institutions. Avec Barthes, les expressions linguistiques sont partagées. Dans la langue officielle, elles sont données à partager. Vous voyez la différence. La langue officielle nous donne, la langue, ce sont des données à partager. Tandis que Roland Barthes nous invite à partager les données de la langue. Cette distinction nécessite deux approches pédagogiques et didactiques. L'une concerne la genèse de la production linguistique. Comment est produite la langue? Parce que c'est bien la question que pose Barthes. C'est-à-dire que la langue, ce n'est pas quelque chose qui est décidé par les autres.
c'est quelque chose que construit une collectivité. La seconde, c'est l'application saussurienne, soit l'apprentissage d'un modèle. Et ça, Barthes va bien se détacher complètement de la conception saussurienne. Et c'est drôle d'avoir ce détachement pour quelqu'un qu'on a attaché profondément au structuralisme. C'est ça qui est intéressant aussi dans la pensée de Barthes. Quelles conséquences pour l'écriture? Parce qu'il faut bien passer de la parole à l'écriture. Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, il va se poser dans notre civilisation contemporaine la grande question de l'écriture numérique et de l'écriture manuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie au moment de la transcription de l'oralité, c'est-à-dire de cette communauté d'échanges collectifs. On ne va pas pouvoir faire l'impasse sur la difficulté que rencontre notre société contemporaine entre l'écriture numérique et l'écriture manuelle. Alors, il y a eu des travaux extrêmement intéressants faits par Alexandre Hiette et Hélène Combis. Vous trouvez toutes ces références dans mes articles, qui montrent à quel point les élèves en maternelle qui ont mémorisé le geste, qui ont mémorisé la forme par le geste, à ce moment-là, vont avoir des facilités dans l'apprentissage de la lecture. Parce qu'en écrivant, ils mémorisent en même temps. Et les neurosciences vont le prouver. Donc, si vous voulez, d'accord pour l'écriture numérique, et j'écris numériquement. Bon, mais n'oublions pas que dans la scolarité, il va falloir accepter de passer par ce geste manuel. Et deuxièmement, pour la langue, c'est extrêmement important. Et je revois Roland Barthes sur son voyage en Chine. Il a montré à quel point la gestuelle d'écriture au pinceau était importante pour appréhender la civilisation japonaise. Donc, c'est bien la difficulté de l'enseignement actuellement. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver, pour certains qui adhèrent à la pensée de Barthes et à la pensée de Bourdieu, entre la langue, ça se fabrique collectivement, la langue, c'est quelque chose qui est fabriqué et que l'on va transmettre, mais, et là on le retrouve au niveau de l'écriture. L'écriture, notre ordinateur n'enregistre que ce qui est officiel. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, si vous voulez, l'enseignant, il va se trouver tout le temps dans ce système de porte-à-faux. Et donc, mais c'est le propre du travail de l'enseignant. C'est en permanence. Et ça, on le voit bien dans les questions religieuses qui se posent aux historiens et qui ont eu une fin dramatique récente. Ça se pose bien. C'est-à-dire qu'il va falloir en permanence qu'il articule ces phénomènes sociaux avec ce que c'est que la langue dans son épanouissement total. Là, si vous voulez, j'attaque la partie « Quel partage d'une langue dans un parcours éducatif ?» Alors, j'ai prévu, si vous voulez, cette partie, puisque je cause déjà depuis 3/4 d'heure, que cette partie, ça fasse partie des questions que vous avez à me poser. Mais Janelle, dans le parcours éducatif, qu'est-ce que vous en faites? Comment ça s'organise? Est-ce que ça s'organise comme ça s'est organisé dans la politique guinéenne que nous raconte Larama Petit, ou est-ce que vous proposez quelque chose pour l'organiser? Voilà, je pensais qu'on pouvait démarrer comme ceci. Je ne sais pas ce que l'animateur en pense. Non, non, pas de problème, Alain. Mais si tu avais envie de continuer, tu pouvais. Hein. Mais bon, est-ce qu'il y a déjà, là au point où on en est, d'abord, c'est passionnant ce que tu nous as fait partager. Et est-ce qu'il y a déjà des personnes ici présentes là, qui souhaitent intervenir, soit commenter, soit poser une question à Alain sur tout ce qu'il vient de nous exposer jusqu'à maintenant? Bon, je peux.
Comme vous voulez, je peux continuer, hein, comme vous préférez. S'il n'y a pas de questions, on continue encore un peu. Allez, on y va. Continue, Alain. Allez, j'en arrive à l'acte 5. Il n'y en a que 6. Vas-y, vas-y. Quel partage d'une langue? Dans la définition de Roland Barthes. Cette langue qui marche, cette langue vers l'avenir et qui prend en compte le présent, hein, je veux dire, dans un parcours éducatif. La langue, pour Barthes, c'est l'apprentissage de la liberté. Vous voyez bien qu'on est bien loin de la langue fasciste, hein, de son expression, et de l'émancipation. Qu'est-ce que ça nécessite? Alors, ça nécessite quelque chose que les institutrices de maternelle connaissent bien, mais qui ne dure qu'un temps très bref à la maternelle, mais qu'il faut continuer pendant toute la scolarité. Et même, je vais être encore obligatif, comme on disait de mon temps, je vais vous dire, je dirais même qu'il faut que ça commence tous les matins, quand à l'école élémentaire, quand au collège, les uns et les autres s'accueillent, et quand on s'accueille, on se dit bonjour et on se cause, hein, comme on disait moi dans le Périgord qui m'avait un peu adopté. Alors donc, se pose la question de cette animation de ce brouhaha. Quand on laisse le brouhaha, il faut bien avoir une animation. C'est-à-dire que ce n'est pas tout seul que la régulation va se faire. On n'imagine pas, et d'ailleurs on le sait, la preuve, ça dérape les animations quand on laisse les adolescents ou quand on laisse les enfants tout seuls. Il va falloir avoir une éducation à ce que c'est que l'animation. Alors l'animation, elle est, pour moi, dans ce cas-là, très, très éloignée de ce qu'on appelle et de ce que l'on trouve qui est utile pour les enseignants, c'est-à-dire ces guides méthodologiques qui sont proposés par l'Éducation nationale. L'animation, pour moi, elle est profondément de type ethnométhodologique. C'est là où je l'ai découverte, c'est là où je l'ai apprise avec Devereux au départ, puis ensuite avec son élève Toby Nathan, qui est devenu la grande personnalité que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire que cette animation ne peut se faire qu'à deux, avec des petits groupes, des groupes moyens de 30. Cette animation elle ne peut se faire qu'à deux, c'est-à-dire qu'il faut y avoir quelqu'un qui soit dans le groupe, c'est-à-dire qui vive le groupe avec toute cette oralité, tout ce brouhaha, toute cette agitation qu'il y a, tous ces conflits qu'il y a même entre les jeunes. Et puis, quelqu'un qui est à l'extérieur pour recadrer le groupe. Et ça, c'est des techniques d'animation qui viennent de l'ethnométhodologie et qui sont extrêmement précises, sur lesquelles on met un certain temps à les apprendre. Alors, ce qui m'étonne, mais on l'a un peu repris avec les classes inversées, avec la pratique des classes inversées, c'est un peu revenu sur le tapis. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de dire que nous avons des traces de ces pratiques qui se sont développées autour des années, autour des années, ça s'est fait entre 74 et 84. Il y a pas mal d'émissions de télévision qui ont été faites à FR3 sur ces classes, où l'on voyait l'enseignant essayer de créer et de faire que les élèves arrivent à dialoguer, à échanger entre... Alors je reprendrai Bernard Lachaud à Thiviers, mais à Thiviers, il y a eu quelqu'un d'autre qui était Jacques Rangéras, qui l'a fait remarquablement bien. Il y a eu aussi, si je mets Le Riche et Perrier, si je ne me trompe pas, à Villeneuve-sur-Lot. Il y a eu à Biarritz, à Bordeaux, quelqu'un d'absolument remarquable, trois personnalités remarquables, c'est-à-dire Michel Hédin, Maddy Widver, et la troisième personnalité, elle était professeure artistique, son nom m'échappe, qu'elle me pardonne. Enfin, on a des traces à Biarritz, il y a eu aussi des expériences de ce type, où on voit très bien comment se règle
cette animation interne du groupe pour que les élèves développent la langue qui est causée. Mais ce qui est important en même temps, et c'est là où l'animateur extérieur et l'animateur intérieur sont utiles, c'est qu'il faut remarquer tout ce qui vient des autres langues et qui est présent dans ces langues. Et d'arriver à faire que dans le fond, il y a plusieurs langues présentes dans ces échanges. Et même, il y a plusieurs langages. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit d'où vient une langue, comment elle se construit, comment elle existe. C'est non pas en disant il y a une langue officielle, mais en disant ben voilà, cette langue, dans le fond, elle a un peu emprunté à la langue de tes parents, celui qui vient de l'immigration, ou elle a un peu emprunté aussi à celle qui est parlée chez toi dans ta communauté en fonction du métier de ton père. Et donc, à partir de ce moment-là, on va arriver progressivement à distinguer les langues et à distinguer les langages. Et là, c'est extrêmement important, parce que ce n'est pas dire une langue, c'est l'amalgame de tout. Non, une langue, et chaque langue a sa spécificité. Et on le fait in situ, avec ce matériel que propose et qu'amène le groupe scolaire. Donc, si vous voulez, c'est véritablement une réflexion sur le multilinguisme. Et ce n'est pas une réflexion sur vous allez parler français. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les identités linguistiques sont reconnues et une vie collective peut s'organiser. Et on peut remonter aux travaux des psycholinguistes qui montrent bien qu'il faut reconnaître la manière dont la parentalité parle, c'est-à-dire quels enfants amènent de la parentalité dans le milieu scolaire. Ça, c'est le premier point. Et alors là, on est toujours sur le principe, c'est qu'à un moment, il faut bien qu'on passe à l'écrit. C'est quand même quelque chose qui n'est pas simple à partir de cela. Mais là, on s'aperçoit bien, là, véritablement, il y a un travail très spécifique des animateurs, c'est-à-dire, ou des enseignants, c'est-à-dire que la question, ce n'est pas de dire, il y a des auteurs. La question, c'est d'amener les enfants à écrire. C'est d'amener les adolescents à écrire. Et là, on est assez étonné, parce que quand on amène les adolescents à écrire et qu'ils écrivent, bien entendu, au début, c'est assez tordu. C'est-à-dire tordu, non pas au niveau de la graphie, mais peu à peu, ils comprennent bien que collectivement, il va falloir s'ajuster les uns aux autres. Vous voyez cette construction collective qui se fait. Et ça, c'est très important si on veut créer une communauté scolaire. Et donc, si vous voulez, ils vont progressivement s'ajuster. Et là, il ne faut pas négliger l'apport de la langue officielle. C'est-à-dire que la langue officielle peut à ce moment-là servir si vous voulez, de moyen pour arriver un peu à ordonner tout cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un côté on va faire que ça et d'un autre côté on va faire que cela. Ça, je veux bien insister là-dessus. Donc, si vous voulez, il y a une question d'ajustement. Mais deuxièmement, les enfants, ils écrivent. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de leur dire « lisez ceci ». C'est d'abord « lisez ce que votre copain a écrit ». Lisez ce que votre copain a écrit. Et là, on a des surprises extraordinaires. Et c'est les travaux qu'avait dirigé Christian Metz à l'époque. Christian Metz, qui était celui qui, à l'école pratique des études, a développé tout ce qui a eu trait à l'écriture cinématographique et qui s'intéressait beaucoup à la linguistique. Au départ, c'était un linguiste. Et donc, tout l'apport de Christian Metz va être extrêmement important parce que il va travailler sur, dans le fond, les élèves, les adolescents, les enfants que nous avons là, ils présentent des processus de verbalisation qu'ils vont écrire
qui sont nettement plus importants que les processus de verbalisation écrits que l'on leur propose à l'école. Et c'est une remise en cause de fond de ce que c'est que la rédaction. Vous voyez bien, suivre toujours ce projet, c'est-à-dire que les enfants produisent, les enfants lisent, les enfants sont obligés de s'articuler, de se comprendre les uns les autres, d'accepter qu'il y en a qui ont d'autres influences que les influences de l'ensemble du groupe. Cette influence qui vient de l'extérieur, est-ce que c'est d'une langue spécifique qu'il faudrait donc à ce moment-là comprendre? Est-ce que c'est la langue qu'on est en train de construire, etc. Et c'est tout ce travail d'élaboration qui amène véritablement à une didactique, à une pédagogie extrêmement précise. Parce que la didactique, là, a un sens important pour les enfants, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui va faire le formel qu'on va pouvoir continuer à échanger entre nous par oral et par écrit. C'est-à-dire vers cette langue que nous avons construite ensemble, qui nous a permis de distinguer les autres langues, extrêmement important aujourd'hui, où on risquerait certaines langues de devenir sous la soumission linguistique d'autres langages, et en même temps d'une soumission idéologique des autres langues. Et donc, c'est extrêmement important ce point-là, qui est, quand on parle d'éducation civique des enfants, ce n'est pas de leur apprendre comment ça marche au niveau du formel, qui est important, auquel ils vont se coltiner à un moment ou à un autre, mais c'est de prendre conscience de cette construction qui leur appartient. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, au fur et à mesure qu'ils vont construire cette langue, à partir de la 6e, 5e, moi je parle en fonction de mon expérience, moi je mettrais vers la 3e le mieux. À ce moment-là, ils vont commencer à comprendre ce que sont que les enseignements académiques spécifiques, c'est-à-dire comprendre comment tel langage est important pour le physicien, tel langage qui n'est pas la langue, qui est quelque chose qui correspond à l'objet sur lequel travaille la personne. Et là, on va arriver, si vous voulez, au pont très, très, très nécessaire sur l'enseignement de première, seconde, terminale. Et là, si vous voulez, mais il y aura eu toute cette préparation de compréhension et de mise en commun de quelque chose qui forme la langue en devenir, ce que nous allons devenir grâce à ce que nous avons construit ensemble. Bien entendu, avec, en rapport, quelque chose qui est ce qui est le monde officiel, la langue officielle, qui, elle, est quelque chose qu'il va falloir aussi classer dans cet ordonnancement de cette langue en devenir, et c'est d'ailleurs, j'ai appelé un article comme ceci, en devenir, que propose Barthes, qui dit que la langue n'est jamais figée, mais non pas par l'académie qui va rentrer des mots, mais par les pratiques que nous avons, n'est jamais figée, cette langue en devenir par rapport aux autres langages. Et à ce moment-là, la langue officielle devient un langage parmi les autres. Voilà. Merci Alain. Écoute, c'est tout à fait passionnant. Alors personnellement, moi j'aurais une question à te poser, parce que tu l'as évoqué et on le sent au travers de ton intervention. Tu nous interpelles et tu nous éclaires, je dirais, des raisons de l'échec scolaire et des raisons du décrochage. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu plus là-dessus? Enfin, j'ai quelques idées, bien entendu, mais j'ai envie un petit peu, j'ai envie que tu approfondisses un petit peu cette dimension-là. Alors, le décrochage, il se fait d'abord parce que les enfants ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Je veux dire que c'est quelque chose d'important.
C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la peau de l'enseignant, à moins que leurs parents soient enseignants. Hein, comme disait dans une de mes vidéos, les élèves à un autre élève lors de cette confrontation, ils disaient, oui, de toute façon, toi, tu peux pas comprendre ce que l'on dit parce que tes parents sont enseignants et que le soir, quand tu rentres chez toi, ils sont chez toi. Bon. Donc, si vous voulez, il y a ce décalage énorme. Il faut bien penser que les enfants, ils rentrent chez eux le soir. Hein. Ils vivent dans leur parentalité, hein, sauf les internes. Les internes, c'est un cas très particulier. Hein. Bon, alors, donc, il y a ce premier temps, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'eux. Le second temps, c'est que ce dont on cause devant eux n'a rien à voir avec ce qu'ils entendent chez eux. J'ai un petit-fils qui est un décrocheur notoire, qui a très, très bien exprimé ça. Je ne voudrais pas qui a très bien exprimé à travers son histoire pourquoi il avait décroché. C'est que tout d'un coup, alors, premier temps, il n'arrive pas à se mettre dans la peau de l'enseignement. Mais second temps, ce dont on parle là, dans ce qu'ils ont vécu le matin et ce qu'ils vont revivre le soir, n'a rien à voir, aucun rapport. Et donc, ils décrochent, c'est-à-dire, ils disent, bon, eh bien, ils sont toujours dans leur pensée du matin. Ils n'ont pas eu le temps d'échanger. Il faut être en maternelle pour avoir le droit de causer. Hein. Donc, ils sont toujours sur ce qui a été leur matinée, ce qui sera leur soirée. Ça, c'est le second temps. Le troisième temps, c'est que même quand ils... Et moi, j'ai eu des élèves, j'ai eu des étudiants qui se sont mis à devenir de bons Français qui s'intégraient bien, qui ont été faire l'ENA, qui ont réussi leur scolarité parfaitement. Mais on s'aperçoit quand on les suit que leur vie n'a jamais été une vie tranquille, que derrière eux, quand ils sont vieux, quand ils arrivent après la retraite, s'ils arrivent à la reprendre, parce qu'ils ont tellement encadré leur vie, n'est plus la vie d'eux-mêmes, mais la vie de l'institution qui leur fait. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils vont rechercher leurs racines. Celui qui a été élevé dans le Berry, il revient dans le Berry, et puis il se réintéresse à l'histoire de ses parents, qu'il a nié pendant toute sa scolarité, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, un temps, le premier temps, j'arrive pas, l'enseignant, je ne le connais pas, hein, c'est le monsieur, comme on disait de mon temps. Et puis, deuxième temps, ce qui le préoccupe, ces gens-là, ça ne fait pas partie de ma préoccupation à moi. Second temps, si j'accepte de me plier dans le moule, je me plie dans ce moule sans avoir le temps d'avoir réfléchi que progressivement on peut s'y plier, et bien à ce moment-là, on arrive à des destructions identitaires terribles dont on connaît donc on connaît la succession en milieu psychiatrique. Car si on prend les comptes rendus de la collègue de Toby Notan-Moreau, on voit très bien que c'est un de ces processus-là, ou les trois processus en même temps, qui font qu'ils ont les enfants à traiter dans les hôpitaux psychiatriques. Il ne faut pas oublier que quand même le milieu de l'établissement scolaire demeure extrêmement anxiogène, hein, pour les élèves. Hein, je veux dire, moi, je suis toujours étonné que des gens de ma génération qui ont été sauvés, qui ont pu faire des études grâce aux instituteurs devenus professeurs de CEG qu'ils ont eus, ont un souvenir négatif de cette période-là.
Ça, je le regrette vivement parce que ayant beaucoup travaillé, ayant fait beaucoup travailler mes étudiants sur ce cours complémentaire et sur ce conseil, ce CEG. Vous savez que les CEG ont été détruits par un ministre dont le beau-frère était inspecteur général, parce qu'on a mis les CEG sous la coupe de l'enseignement de l'enseignement secondaire au lieu de les laisser sous la coupe de l'enseignement primaire supérieur, comme c'était au début le cas, hein, qui est une question qui est extrêmement importante et que nous scotomisons comme nous en scotomisons beaucoup dans notre génération. Voilà, j'ai fait un petit rappel sur ma vie Non, professionnelle. mais c'est tout à fait important. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser une question? Ouais, alors Alain Ducasse, tu ouvres ton micro, Alain. Bonjour. Voilà, bonjour. Euh, oui, tout ce que vous avez dit a fait. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. oui. Bon, oui, ce que je voulais simplement d'abord dire, c'est que toute votre intervention a réveillé quand même pas mal d'écho chez moi, puisque bon, je suis un enseignant aussi, à la retraite, et que donc je me suis heurté un petit peu effectivement à tous les problèmes que vous avez évoqués. Et d'ailleurs, c'est ma première remarque, ce que vous avez confronté actuellement effectivement au multilinguisme des enfants ou des adultes. Je pense que ces problèmes vous avez un petit peu évoqué le problème là dans les dernières minutes de votre intervention, que tous ces problèmes-là étaient déjà présents il y a déjà pas mal d'années. Moi, je pense que si vous avez évoqué le problème des solutions à apporter, il y en avait une qui avait été apportée par la pédagogie freinée. Parce qu'au fond, ce que vous dites, c'est, en parlant de la langue, au fond, un véritable apprentissage de la langue, que ce soit pour les Français comme pour les étrangers, c'est, je dirais, une prise en langue, c'est-à-dire une prise en charge de cette langue à la première personne, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas, comment dire, en moyen extérieur à la personne, mais en moyen qui soit vécu par cette personne. Vous avez parlé de l'accueil en maternelle. Bon, moi, j'ai quand même beaucoup pratiqué ça, même si je n'ai jamais fait de maternelle, en primaire en particulier. J'ai travaillé avec des petits, enfin, je veux dire des CP, j'ai travaillé avec des élèves un peu plus âgés, jusqu'au CM2. Le dialogue n'a jamais aussi, bon, je ne me suis pas à des problèmes souvent actuellement qui sont très très compliqués quand on a affaire effectivement à des élèves qui ne parlent pas du tout la langue. Alors, pour moi donc, une réponse, ça pourrait être ça existe toujours, hein, mais enfin, reprise de tous les acquis de la pédagogie freinée et des autres pédagogies dites alternatives, hein, Montessori et autres, hein, qui pourraient effectivement déjà poser, à mon avis, quelques jalons. Ensuite, peut-être, un véritable enseignement de la littérature, alors je parle là pour l'enseignement secondaire, peut-être qu'un véritable enseignement de la littérature aussi à cette interrogation de la langue dite officielle, enfin celle que vous avez qualifiée d'officielle, puisqu'au fond, quand même, la littérature qui peut se faire dans un au moins avec certains auteurs comme comment dire, comme peu d'autres auteurs, comme
pas du tout académique. C'est-à-dire que quand vous étudiez, moi je ne sais pas, en troisième, une pièce de théâtre de Molière, de Racine ou autre, et surtout quand vous jouez un petit peu, peut-être, parce que les professeurs pourraient aussi faire cela, c'est-à-dire quand vous prenez en charge corporellement cette langue-là, vous vous trouvez, même quand vous êtes un natif français, vous vous trouvez vraiment dans un univers qui est complètement différent et qui permet effectivement de relativiser et qui permet effectivement ensuite de jouer. Et il faut chercher à ce que ça soit le plus harmonieusement possible, avec au fond ce que l'on pourrait appeler les différents niveaux de langue. Parce que tout ce que vous avez, moi j'appelle tout simplement cela des niveaux de langue. Effectivement, si jamais je m'adresse au ministre de l'Éducation nationale, je ne vais pas lui parler avec des termes, je le dis de manière très simple et très, très basique, évidemment, mais je ne vais pas lui parler avec des termes d'argot. Bon, je pense que les enfants intègrent d'ailleurs très vite cette notion de niveau de langue, et dans la cour de ils emploient une langue qui n'est pas celle qui est employée dans la salle de classe, et qui ne sera pas après celle qui sera employée lorsqu'ils s'adresseront à un patron ou à une quelconque autorité. Enfin, ce que je voulais dire, et j'essaie de le résumer, excusez-moi, c'était un petit peu confus, mais il me semble, donc, que pour les réponses à apporter et développer ce soir, donc, au moins au niveau, mais on pourrait aller aussi dans le secondaire, retrouver peut-être les apports des pédagogies alternatives, et, et peut-être aussi dans l'enseignement, alors je dirais du français classique, peut-être faire en sorte que les professeurs fassent sentir ce que vous avez dit à propos de Roland Barthes, c'est-à-dire la chair de la langue, cette corporéité, qui passe dans la vocalité, bien sûr, mais qui peut être aussi sensible dans la lecture simple, et savoir percevoir ces niveaux de langue. Je crois que c'est un moyen capital, d'abord de libération, je dirais plus de l'individu, et deuxièmement, évidemment, de mise en question de cette fameuse langue officielle dont vous avez bien marqué qu'elle pouvait être très répressive. Bon, excusez-moi pour tous ces éléments, mais enfin, j'ai essayé de réduire un petit peu le champ de la problématique. Et Alain, oui, réagir? écoute, je te remercie beaucoup. Hein. Moi, je me rappelle de toi il y a des années. Je te remercie parce que pour moi, tu as continué mon intervention. Hein. Si je prends la littérature, il est évident, et ça va avec Barthes, hein, et je l'ai bien signalé, peut-être que je n'ai pas assez signalé, j'ai dit qu'à partir de la troisième, ça rattachait aux disciplines académiques et qu'il fallait à ce moment-là la bascule. Et là, j'entendais par la littérature telle que l'entend Barthes, etc. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui permet de prendre des distances sociales, économiques et intellectuelles et idéologiques par rapport à ce qui nous est imposé. Ça, je trouve que tu as très bien formalisé ce que j'aurais voulu bien formaliser à ce sujet-là. Deuxièmement, sur Freinet, bien entendu, moi qui était à la base et qui suis toujours un admiratif de Freinet, ce que je trouve fondamental dans la pédagogie Freinet, non pas dans ce qui a été écrit à la suite de Freinet. Là, je suis très mal à l'aise dans les théories qui ont été à la suite de Freinet. Ce que je trouve très important, c'est que Freinet a fait rentrer à l'école les parler des élèves.
c'est-à-dire la recette de la mère Intel au niveau de la cuisine, et ainsi de suite. Ça, je trouve ça, si tu veux, que c'est pour moi une des bases et comment il le faisait passer à l'écriture par cette norme des cases de l'imprimerie d'autrefois. Hein. Je veux dire, je trouve que c'est là, il y a un exemple, il y a quelque chose à développer. Je suis entièrement de ton avis. Bon, Montessori, bien entendu. Mais je suis attaché à Freinet parce que les instituteurs de l'époque ont eu tellement, des instituteurs Freinet ont eu tellement de la peine à se faire entendre et en plus à se regrouper. Je ne sais pas si tu as connu l'école Freinet, enfin celle qui est de Gradignan, avec comment ils s'appelaient, les deux instituteurs, la Marie et la femme, qui étaient extraordinaires, je veux dire. Donc, je crois que c'est, bon, bien sûr, Montessori, etc. Alors, les niveaux de langue, j'en ai touché 2 mots à l'entrée en disant Bourdieu expliquant, comme vous m'avez expliqué, ça, je trouvais ça, c'était marrant. C'était une conférence à laquelle j'assistais, il avait expliqué que sa mère savait quelle langue elle devait utiliser pour le maire et pour la voisine quand elle voulait obtenir quelque chose. Je crois que la plupart du temps, les niveaux de langue ne viennent pas de l'expérience des enfants, enfin, ne sont pas au niveau pédagogique. Travailler comme une expérience des enfants, ce que tu as dit nettement dans ton discours, mais sont faites comme quelque chose qu'on leur balance de l'extérieur. Je ne sais pas si je m'exprime. Oui. Et dans ton expression, c'était vraiment une expérience des enfants. Voilà. C'est ça. Merci de ton intervention parce que c'était expliqué très bien ce que je voulais dire. Merci. Je pourrais juste ajouter une petite chose, c'est que moi je me souviens, alors ici je parle de Mont-de-Marsan, et donc j'ai travaillé pas que, mais aussi à Mont-de-Marsan. Et dans les dernières années de ma carrière, effectivement, où j'ai eu pendant 7-8 ans en CP, j'ai commencé à avoir effectivement de populations immigrées. Et donc, j'ai eu des enfants de jeunes Algériens ou Marocains ou autres. Et donc, le problème, effectivement, ils arrivaient aussi francophones, hein, mais enfin, il y avait quand même quelques difficultés. Et je me souviens qu'assez régulièrement, moi, j'ai invité les venir en classe, soit pour nous présenter des recettes qui pouvaient être des recettes qui leur étaient propres, évidemment, hein, simplement pour présenter des contes, des histoires, ou avec simplement les enfants, quand ils commençaient évidemment à mettre le code écrit, parce que pour certains, ils apprenaient le français dans ma classe, lire et à écrire, mais en parallèle, ils apprenaient aussi chez eux en arabe. Et donc, moi, il m'est arrivé assez souvent, donc à mes élèves, à ceux qui étaient avec qui étaient avec donc 2 langues, qui possédaient ou qui étaient en train d'apprendre 2 langues, de d'écrire par exemple tel mot ou telle formule. Bon, moi je ne sais pas, papa, maman, ou bon, je vais jouer dans la cour, de l'écrire en arabe et de l'écrire en français. Et on s'apercevait, et les francophones, je dirais, purs, c'est-à-dire qui n'avaient pas une autre connaissance particulière, une autre expérience d'une langue étrangère, ils étaient étonnés de voir effectivement qu'on n'écrivait pas dans le même sens, sans parler évidemment des signes graphiques. Et on retrouvait on va dire, cette relativité des codes écrits qui, à terme, leur était profitable parce qu'ils s'apercevaient que, bon, au fond, oui, certes, alors, il est comme ça, les autres écrivaient d'une autre façon, ce n'était pas exactement les mêmes principes, à la limite, ça les interrogeait, curieux.
Et donc, tout le monde était gagnant. Sans parler des parents qui étaient quand même contents qu'on ne méprise pas tout simplement leur façon, leur culture, on va dire, de manière peut-être un petit peu pompeuse, mais enfin, leur façon de vivre. Et donc, bon, c'était encore une pratique, on va dire, puisqu'il s'agit de, si je viens d'apporter quelques solutions. Et je pourrais aussi ajouter, alors là, ça, c'est pas mon expérience directe, toujours au Mont-de-Marsan, une école qui est presque, je dirais, spécialisée. Alors ça, c'est évidemment, il y a une petite pente un petit peu négative. Je dirais un petit peu spécialisée dans ce public scolaire multilinguiste, cette spécialisation, disons, a été acquise au fil des années, d'un seul coup. Mais précisément, les enseignants dans ce groupe scolaire sont extrêmement attentifs à l'origine linguistique de leurs élèves et font tout pour que précisément ils ne mettent pas une croix, ils ne fassent pas une croix sur effectivement ce qui les constitue en tant qu'individus. Et donc, jusqu'à organiser des fêtes où les parents se retrouvent, qui ne se connaissent pas d'ailleurs nécessairement toujours entre eux, hein, parce qu'il y a des communautés vraiment très, très diverses. Je crois une trentaine de nationalités qui se regroupent là, donc ce qui fait beaucoup. Et donc là aussi, ce sont des tentatives qui ont leur qualité et leurs défauts, bien sûr, et ce qu'elles sont, mais enfin qui ont quand même le mérite d'exister et qui ont le mérite d'essayer de créer un espace commun qui n'est pas d'ailleurs une simple juxtaposition, mais qui serait le propre, on va dire, des solutions anglo-saxonnes, hein, où on fait du patchwork et on met les communautés les unes à côté des autres, mais qui tenterait plutôt enfin, d'essayer en tout cas de les mettre en relation et de faire en sorte que, tu fais comme ça, que chacun au fond finalement relate ce qu'il vit sans le nier, parce que le nier, ça revient à ce, comme vous l'avez dit, à se nier soi-même. Donc, bon, c'est dans ce sens-là qu'il travaille, et à mon avis, c'est quand même un assez beau travail. Voilà, excusez-moi encore d'être un petit peu long. Vincent, tu souhaitais intervenir éventuellement? Non, pas du tout, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, simplement pour dire que ce qui est assez étonnant, c'est que les deux universitaires auxquels Alain, et je le remercie bien sûr de son intervention, se caractérisent par le fait qu'ils ont un point commun avec peut-être quelques-uns d'entre nous, mais en tout cas entre eux, c'est-à-dire que et l'un et l'autre sont devenus des sommes universitaires jusqu'à obtenir une reconnaissance, mais qu'en même temps, ils puisaient et l'un et l'autre leur origine dans le milieu occitan, et c'est dans la négation de leur langue d'origine qu'ils se sont construits, dans un premier temps en se soumettant à la langue dominante, et dans un deuxième temps en transformant cette soumission comme moyen d'action contre les ravages et de la langue dominante et des dominants tout entiers. Et c'est tout de même assez intéressant de voir ça. Et je pense, de ce point de vue, à la fois à tous ces nombreux écrivains qui relèvent de ce qu'on appelle la francophonie et qui se caractérisent par le fait que eux aussi, c'est en utilisant la langue de l'ennemi, si je puis dire, qu'ils ont réussi à se construire et à se faire reconnaître dans cette langue même comme parmi les meilleurs. Et ça, c'est tout de même assez étonnant.
Et de ce point de vue, mais je dirais qu'à partir de mon expérience personnelle de prof dans le milieu secondaire, collège et lycée, ce que j'ai pu constater pour ma part, c'est que quelquefois, comment dire, l'accès à cette langue est considéré comme un obstacle parce que les textes proposés sont des textes jugés spontanément par le prof lui-même comme trop difficiles pour une classe en difficulté, par exemple, et que quelquefois on aboutit à des résultats tout à fait étonnants. J'ai un souvenir, je ne dirais pas traumatisant, mais plutôt éclairant de ma part, d'avoir essayé avec une classe appelée scandaleusement d'ailleurs dans le collège où j'étais une classe light, c'est-à-dire une classe allégée à la fois en effectif et aussi dans les exigences qu'on avait pour leur diffuser notre enseignement, ou soi-disant allégé. Et je me souviens qu'avec cette classe, j'ai fait en quatrième ce que je n'avais jamais fait de ma vie de prof et ce que je n'ai jamais fait après. J'ai fait On ne badine pas avec l'amour de Musset et ça a marché du feu de Dieu. Et l'année d'après, avec cette même classe, j'ai fait Topaz de Pagnol dans une sorte de soumission à un truc qui me semblait devoir les intéresser parce que plus proche d'eux et plus proche de, comment dirais-je, de la révolte scolaire et du milieu scolaire. Et j'ai fait un bide total avec la même classe l'année d'après, avec un an de plus. Et je pense que, bien évidemment, là, il y avait une question de langue et de chair de la langue, mais il y avait aussi une question liée au désir, parce qu'on ne badine pas avec l'amour, ça leur a sacrément parlé alors qu'ils avaient 13 ou 14 ans. Voilà. Donc, de ce point de vue, il y a des audaces qu'en tant qu'enseignant, parfois, on n'a pas et qui, lorsqu'on finit par les avoir, à la fois parce qu'on cède à nos propres désirs et parce qu'on se dit pourquoi pas essayer ça, et qui permettent d'aboutir à des résultats souvent extrêmement surprenants. Un des, comment dirais-je, un des plus émouvants exemples que j'ai vécu, toujours dans ce même collège et toujours avec cette classe-là, c'est qu'une fois, j'ai fait un extrait de Virgile. Bon, en français, pas en latin. Hein. Ils n'avaient pas droit au latin, ceux-là. Un extrait de Virgile et l'extrait où le père est porté, le père Anchise est porté par le fils aîné dans les enfers. Et ce texte a rencontré des expériences extrêmement touchantes et extrêmement émouvantes, mais pas, comment dirais-je, pas mélangées. C'était une représentation qui leur a permis de comprendre que chez les écrivains, on pouvait trouver des expériences de la mort, de la vie, des rapports entre générations, de l'amour paternel, de l'amour filial, qui les touchait directement et qui est directement lié à leur vie, quoi. Et ça aussi, c'était totalement imprévisible. C'est-à-dire que quand j'ai choisi ce texte, je l'ai choisi parce qu'il était dans le livre, parce qu'il me plaisait bien et parce que je me suis dit, bon, ils auront eu au moins un extrait de l'Énéide de Virgile dans leur vie scolaire. Et c'est ce qui a marché le mieux, ou ce qui les a le plus profondément touchés. À mon avis, au sens littéraire, théâtral et humain total, sans qu'il y ait opposition entre ces trois adjectifs que je viens d'utiliser. Alain, tu souhaites réagir? Bah, écoute, je pourrais dire que je suis comblé parce que tous les exemples qui sont donnés viennent compléter ce que je pense. Pour prendre la dernière intervention, moi j'ai toujours vécu d'une façon étonnée à tous les niveaux scolaires, puisque j'ai traversé tous les niveaux scolaires, à la fois comme élève, mais aussi comme enseignant. J'ai toujours été étonné que plus c'était difficile
par rapport à ce qu'on appelle l'institution, plus ça passionnait les élèves. Et que c'est une conception assez réductrice des élèves et des étudiants de les considérer comme n'étant pas aptes à appréhender les grandes difficultés de la littérature française et de toute autre littérature. Mais dans les exemples qui sont donnés par Alain Ducasse sur le plurilinguisme, je crois qu'ils vont tout à fait dans le sens de mon propos, c'est-à-dire véritablement cette reconnaissance des langues. Il n'y a pas une langue, il y a des langues, et chaque langue, l'exemple que tu donnais à Alain Ducasse sur l'arabe et les deux écritures, etc. C'est passionnant, ça fait découvrir aux enfants. Bon, d'abord, l'identité du copain, il n'est pas nié, il existe, les deux identités existent. En plus, il y a la découverte de deux cultures. Et ça passionne les enfants, contrairement à ce qu'on dit. Les enfants, il faut vraiment pendant longtemps leur apprendre pour leur dire qu'il n'y a que l'économie qui compte. Enfin, je veux dire, leur question, comme tu disais, c'est la vie et la mort. Enfin, c'est ce dont on parle à la maison. À la maison, on parle de la grand-mère qui est proche de la mort. En plus, ça maintenant, avec le Covid, alors qu'est-ce que ça doit être? Je ne sais pas, mais nous sommes tous des survivants, en tout cas, c'est déjà quelque chose. Moi, je remercie beaucoup les collègues qui sont intervenus, en tout cas. Tu peux ajouter ça au chapitre de ce global d'intervention. On a construit quelque chose ensemble. Tout à fait. Justement, tu as parlé, lorsque tu as développé sur l'accueil de ces moments de délibération et de partage des cultures, puisqu'en clair, et des langues, en fait, et des représentations que les enfants se font de leur vie, de leur environnement. Or, ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid et avec l'absence de présence des étudiants dans les universités, c'est absolument terrible, je dirais, du point de vue cognitif et en particulier du point de vue des questions que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que le rapport au monde n'existe plus, en tout cas, n'est pas délibéré, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ces jeunes, qui sont confrontés quand même à une situation assez exceptionnelle, n'ont absolument plus la possibilité de confronter, je dirais, leur vécu, c'est une chose, mais y compris les langues officielles qui leur sont transmises au travers des enseignements, je dirais, à distance. Ton point de vue un petit peu sur comment tu vis la situation et le drame que ça provoque, effectivement, du point de vue de la transmission, du point de vue de l'avenir de cette génération. Tu me poses une question à moi? Bah oui, pour avoir ton avis un petit peu sur... Écoute, je vais répondre par une anecdote très personnelle. J'ai une petite fille qui a 32 ans, qui depuis longtemps rêvait de faire le tour du monde. Donc elle a économisé et elle est partie avec un camping-car et son copain. Ils sont tombés en panne en Italie et là maintenant ils sont en panne en Grèce. Et ce qui les surprennent, c'est qu'ils ne connaissent absolument pas le grec, c'est qu'ils sont complètement dans la campagne, etc. Et ce qui les surprend, c'est qu'ils découvrent tout d'un coup une civilisation avec des hommes et des femmes qui les accueillent, qui leur parlent, ils ne comprennent pas le grec, mais qui leur parlent, mais ils leur parlent comme Barthes avait des rapports avec les Japonais, quoi, je veux dire. Et ils découvrent, si tu veux, grâce au Covid, parce que sinon ils auraient fait tous les sites mémoraux de la Grèce, la population grecque. C'est un peu un exemple personnel. Moi, je suis un peu fatigué pour te répondre plus précisément comment je vis ce Covid. Je le vis à travers mes enfants qui sont mes petits-enfants qui ont des âges tout à fait différents. Par exemple, celui qui était le décrocheur dans la famille, qui est un de mes petits-fils, qui a écrit d'ailleurs un très beau texte sur l'histoire de son décrochage, qui était son mémoire quand il a repris sociaux, parce qu'il décroche régulièrement pendant 1 ou 2 ans.
et qu'il a en ce moment, il prépare complètement dans la solitude en s'occupant de sa grand-mère en Dordogne, le CAPES de philo. Mais il a décroché tout le temps, hein, parce qu'il explique très bien, il explique, ça c'est le second point que je disais, parce que les sujets que l'on traitait ne l'intéressaient pas, ne correspondaient pas au divorce de ses parents, etc. Alors on rejoint la question de Vincent, c'est que c'est vrai que ces grands thèmes, ça touche les enfants. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils vivent dans des mondes complètement aseptisés. Je veux dire, voilà. Voilà, je veux dire que cet accueil, c'est accueillir quelqu'un qui a une histoire personnelle avant d'arriver à l'école et elle va continuer pour lui dans sa tête toute la journée. Et pas simplement parce qu'on a 3 ans. Parce que quand on a alors la question de l'amour, là, quand on a les questions d'amour, encore, ça se pose encore plus. Quand en plus on ne comprend pas très bien ce que nous raconte. Mais par contre, quand on donne un texte difficile à comprendre et qu'à travers ce texte, on découvre que dans le fond, il cause de quelque chose qui nous intéresse, ça les passionne. Moi, je peux... Ah voilà, Sadoul, j'ai retrouvé. Moi, dans ma carrière avec l'éducation nationale, à un moment, j'étais en charge de l'enseignement de l'histoire en classe de 4e au CEG de Montignac-sur-Vézère. Je parle des années 65-66. Et comme il y avait la Révolution française au programme, je me dis, bon, on va lire Soboul, Histoire de la Révolution française. Parce que j'avais de bonnes lectures quand même. Eh bien, tout le monde m'a dit, il est fou, j'allais. Enfin, de toute façon, ça ne sera jamais un prof. J'étais à ce moment-là, comment on appelait ça, c'était remplaçant. Eh bien, ces enfants de la paysannerie, Montignac-sur-Vézère, vous aviez 2 populations. Une population des ouvriers de la papeterie de Condat-sur-Vézère, et puis des enfants de paysans ou de petits artisans. Eh bien, ça les a passionnés. Et pourtant, c'était difficile à lire, Soboul, c'était pas ça. Bon, voilà. Bon. Et ils avaient tous acheté, j'en avais fait acheter par la librairie, parce qu'à ce moment-là, ils payaient quand même les livres en plus. Ils avaient tous acheté le premier tome de l'histoire de la Révolution de Soboul que l'on lisait. C'est pour montrer l'histoire sur la littérature grecque, c'est important. Voilà. Bon, voilà. Allez. Bien, écoutez. Moi, je vous remercie tous, hein, parce que vraiment, ça a été passionnant pour moi. Merci à toi, Alain. Merci beaucoup pour cette soirée. Et puis, on se dit à bientôt, de toute façon, dans d'autres... Et à bientôt. Ouais, il y a une assemblée générale bientôt, samedi prochain, à partir de 16h, à laquelle vous êtes invité à participer, bien sûr. J'ai noté, j'essaierai de me connecter.